Mesdames, Messieurs les représentants d'institutions publiques et privées, honorables représentants et représentantes des différentes universités, d'instituts et des centres de formation, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations et de sociétés minières, chers experts et professionnels des géosciences, distingués invités, chers étudiants et étudiantes de tous les niveaux, Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils sont nombreux les défis auxquels nos sociétés font face, de la raréfaction des ressources à l'essor des activités minières, des effets du changement climatique à la dégradation accélérée des terres. Nos réalités nous imposent une lecture scientifique lucide et engagée. C'est dans ce contexte qu'est né Géo 120 minutes, un espace d'intelligence collective, un pont entre la rigueur des savoirs et l'urgence de l'action, un rendez-vous qui donne la parole à ceux dont les travaux éclairent les politiques, à ceux dont les expériences nourrissent les pratiques et à ceux dont les idées tracent les voies du progrès. Chaque numéro est une halte, un temps pour apprendre, pour comprendre et pour reconnaître l'importance des géosciences dans la construction d'un avenir durable. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous poursuivons cette même dynamique avec des regards croisés, des interventions de qualité et une volonté commune, celle de contribuer chacun à sa manière à l'édification d'un monde plus résilient et mieux préparé aux défis de demain. Bienvenue donc au troisième numéro de Géo 120 minutes organisé par l'Office des géosciences, de l'environnement et des techniques appliquées pour le développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je suis Mohamed Lamine Sawadogo et c'est tout un plaisir de vous retrouver pour la maîtrise du présent numéro. Pour ouvrir officiellement cette rencontre, il nous faut entendre la voix de celui qui a coordonné avec rigueur et passion la mise en œuvre de ce troisième numéro, un homme dont l'engagement pour la valorisation des géosciences n'est plus à démontrer, un chercheur aguerri titulaire d'un doctorat unique en hydrogéologie et surtout un passionné de la transmission du savoir et du dialogue entre sciences et société. Empêché ce matin, le discours du président du comité d'organisation, Dr Abraham Babine, sera lu par notre modérateur du jour, M. Abdul Aziz Emma, qu'on ovationne s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour chers professeurs. Comme le maître de cérémonie l'a dit, je m'en vais lire le discours de Dr Babine Abraham, empêché d'être là parmi nous ce matin. Je cite. Mesdames et messieurs les représentants d'institutions publiques et privées, honorables représentants et représentantes des différentes universités, d'instituts et centres de formation, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations et de sociétés minières, chers experts professionnels des géosciences, distingués invités, chères étudiantes et étudiants de tous les niveaux, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Le 16 novembre 2024, l'OGETAD AOS lançait le deuxième numéro de l'émission Géo 120 minutes qui recevait comme invité spécial M. Wenlasida François Ouédraogo. Ce fut une occasion pendant laquelle experts, professionnels et chercheurs, étudiants du monde des géosciences ont réaffirmé leur volonté de marquer leurs empreintes sur le débat autour des géosciences à travers leurs opinions et partage de leurs expériences scientifiques.
Et cette grande mobilisation dont vous avez fait preuve ne nous a pas laissé le choix que d'organiser le 3e numéro de l'émission, convaincu que la répétition est pédagogique. C'est ainsi que l'acte 3 de JO 120 minutes nous réunit ce matin avec les mêmes enjeux, avec les mêmes objectifs que les émissions précédentes. Cette émission dénommée JO 120 minutes, faut-il le rappeler, a la mission de mettre en lumière les acteurs du domaine des géosciences, de célébrer leurs contributions significatives au développement du pays et de mettre en exergue leurs modèles inspirants pour les jeunes générations que nous sommes. Pour cette 3e émission, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui parmi nous une autre personnalité qui va nous partager ses expériences inspirantes. L'homme dont il est question est un enseignant-chercheur, titulaire d'un doctorat de 3e cycle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1999 et d'un doctorat de l'université de Toulouse 3, Paul Sabatier, en 2007. Il est professeur titulaire de CAMES depuis 2020. Il fut ancien chef de département de géologie de l'université Joseph Kizerbo. Il est aussi auteur et co-auteur d'une trentaine d'articles et d'une vingtaine de communications scientifiques. Je pense que c'est vraiment un exploit. Il est l'actuel directeur du laboratoire Géosciences et Environnement, LAGE. Malgré ses nombreuses propositions alléchantes de la part des compagnies minières, cet homme intègre a fait de la formation des plus jeunes son cheval de bataille. Il totalise à ce jour près de 10 thèses encadrées et haut encadrées et plus de 25 masters. En dépit de son calendrier chargé, il a accepté de s'ouvrir à nous en agréant notre invitation. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers publics, à travers un torrent d'ovations, je vous prie de souhaiter la bienvenue à notre icône, notre référence, j'ai appelé professeur Seta Naba. Merci, merci. Professeur Seta Naba, soyez la bienvenue et merci d'être parmi nous ce matin. Comme aux 2 précédentes émissions, nous avons des experts qui ont bien voulu accepter de donner de la dynamique à cette émission. Ils auront la lourde responsabilité de s'entretenir avec notre invité à travers des questions. Il s'agit du Dr Adama Yamego, enseignant-chercheur en géochimie et environnement minier au département de génie minier à l'École supérieure d'ingénieurs à l'université Yambila Abdoulaye Togoyini de Fada. De Madame Mariam Congo, qui est agent à la Direction générale des mines et de la géologie du Burkina. De Madame Irène Laure, journaliste et communicatrice. De Amidou Traoré, journaliste, étudiant en droit africain des ressources en eau douce transfrontalier. Et je précise qu'il est doctorant également. Merci, merci à tous. Je souhaite à tout le monde bonne réussite de cette 3e numéro de l'émission JO 120 minutes. Merci. Et monsieur Abdelaziz Ema qui referme les guillemets en ce qui concerne le discours du président du comité d'organisation du présent numéro des JO 120 minutes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous nous permettrez de marquer une toute petite pause pour reconnaître la présence distinguée de quelques personnes, en commençant par le président du comité scientifique de l'OGETAD en la personne de professeur Nakoulin Doucé, qu'on va ovationner chaleureusement, s'il vous plaît.
Nous reconnaissons également la présence distinguée parmi nous du directeur général du Bureau des mines et de la géologie, Dr Herman Ilboudo. Je pense que, la présence distinguée des représentants de la Sonabel. Je pense qu'ils peuvent se tenir debout. Voilà. Merci beaucoup pour la présence. La présence distinguée également de représentants du Centre national de recherche scientifique et technologique. Il peut également se tenir debout. Merci beaucoup. La présence des représentants de Ampela, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour l'amitié. La présence du chef de département Sciences et la Terre, Dr Wilfried Toé. Merci beaucoup, docteur. Merci à toutes ces personnes. Nous reviendrons après pour une autre reconnaissance. On termine avec la présence de membres de la SONA-SP. La SONA-SP, merci beaucoup. Nous reviendrons après pour d'autres reconnaissances. Mesdames, Messieurs, distingués invités, il y a des figures discrètes dont l'influence traverse les années, des bâtisseurs de l'ombre dont les traces sont inscrites dans les sols qu'ils explorent et les esprits qu'ils inspirent. Notre parrain du jour fait partie de ceux-là. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur minier, il est aujourd'hui directeur de Faso Green Store Resources, une filiale de Red Rock Resources basée à Londres. Mais au-delà des titres, ce sont ses convictions, son humilité et sa constance qui imposent le respect. Il incarne à la fois la mémoire, le savoir-faire et la vision, reliant plusieurs générations de géologues et d'acteurs du secteur. Mesdames, Messieurs, distingués invités, merci de dérouler le tapis rouge à travers vos acclamations à Monsieur Dieudonné Dakisaga, parrain du présent numéro, pour son mot. Bonjour à tous. Mesdames et Messieurs les représentants des différentes structures étatiques et privées, distingués invités de tous les rangs et tous les niveaux socio-professionnels, chers passionnés des géosciences, bonjour encore une fois et bienvenue. Je prends la parole devant vous ce matin en tant que parrain de cet événement pour remercier les initiateurs de ce cadre d'échange du fait de la considération qu'ils ont accordée à ma modeste personne en me désignant comme parrain. Et surtout, du coup d'éclat qu'ils ont bien voulu donner au monde scientifique. Je félicite les organisateurs non seulement de la tenue de cette émission, mais surtout qu'ils ont été très bien inspirés. Très bien inspirés en ce sens que ce cadre d'échange organisé par l'OGETAD AOS contribuera, nul n'en doute, à mettre davantage en lumière les réflexions et les productions des chercheurs en géosciences dont les fruits profiteront à la nation entière. Je profite dire ici que si l'OGETAD AOS n'existait pas, alors il fallait le créer. Je tiens enfin à remercier tout le monde ici présent pour s'être déplacé en ce lieu. J'espère que chacun de nous repartira de ce rendez-vous nourri des recettes que nous aurons données à l'éminent chercheur, je cite, professeur Seta Naba. Tout en souhaitant meilleur vent à cette émission et aux organisateurs, je réitère mon engagement et ma disponibilité à toujours accompagner l'initiative à chaque fois
que besoin sera. Distingués invités, chers publics, mesdames et messieurs, au regard des enjeux et de la portée de ce cadre d'échange et de partage, souhaitons ensemble plein succès à cette initiative. Sur ce, je déclare ouvert l'acte 3 de l'émission Géo 120 minutes organisée par le GETAD AOS. Bonne écoute à toutes et à tous. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Également, bonjour professeur, merci à vous de nous honorer de votre présence et de nous accorder de votre temps pour cette émission. Pour commencer, je vais vous demander de nous revenir sur votre parcours scolaire et universitaire. Merci. Tout d'abord, un bonjour à tous ceux qui sont venus assister à cette émission. Donc, mon parcours scolaire, on commence par l'école primaire, je l'ai fait à Bagassi. C'est dans la région Boucle du Mouhoun, province des Balais. C'est mon école primaire. Mon premier cycle des lycées et collèges, je l'ai fait au lycée Wenzin Koulibaly. Et le second cycle, je l'ai fait au lycée provincial de Boromo. Et mon université, c'est l'université Joseph Kizerbo. En son temps, on appelait l'université de Ouagadougou. Donc, c'est précisément dans cet amphithéâtre que nous avons commencé. Et j'ai obtenu ici une maîtrise en géologie fondamentale et appliquée. Et à partir de là, j'ai entamé des études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai successivement passé le diplôme d'études approfondies et la thèse de 3e cycle. Et la thèse de 3e cycle, moi, mon parcours scolaire et universitaire a été entrecoupé, puisque la thèse de 3e cycle donnait droit déjà à postuler pour un poste d'enseignant-chercheur ou chercheur. Donc j'ai eu à travailler. Et c'est entre-temps que j'ai senti la nécessité de m'inscrire encore à nouveau pour compléter maintenant mes études. Donc j'ai passé une thèse unique à l'université Paul Sabatier de Toulouse en France. Voilà mon parcours scolaire et universitaire. Merci beaucoup professeur. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix de la géologie au point d'en devenir enseignant à l'université? Le choix de la géologie, je peux dire que la décision s'est prise en première année d'université. Parce qu'au secondaire, il faut le dire, nous sommes très mal informés sur la géologie. Donc quand je rentrais en CVBG, à l'époque c'est comme ça on appelait la première année, CVBG, chimie, biologie, géologie. Mes intentions, l'information que j'avais le plus, c'est qu'il y avait une discipline qu'on appelait biochimie, microbiologie. C'est sur ça que je me suis focalisé premièrement. Mais après avoir cheminé dans le milieu ici, et quelques mois après avoir vu ce qui se passe, j'ai dit, géologie, c'est ce que je veux faire. Et je me rappelle qu'en première année, tous ceux qui passaient en deuxième année s'inscrivaient pour ceux qui doivent faire la géologie. Je crois que l'effectif était limité. Je me suis inscrit et puis après, j'ai constaté que mon nom figurait dans la liste. Et voilà, j'ai décidé de faire la géologie. C'était une motivation en réalité. Bonjour professeur. Nous savons que vous êtes titulaire de 2 doctorats, un de 3e cycle en 1999 et un autre de l'université Toulouse 3. Comment expliquez-vous l'obtention de ces 2 doctorats?
Voilà, je crois que je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois à beaucoup de personnes, parce que quand je dis 2 doctorats, bon, on a l'impression que c'est un guerrier, c'est celui qui va avoir le maximum de doctorats. Non, c'est pas ça. En réalité, c'est un ancien système français qui a disparu. Parce qu'il fallait forcément passer par la thèse de 3e cycle dans le système français. Et justement, après la thèse de 3e cycle, les gens ne continuaient pas. Vous vous faites recruter dans un centre de recherche ou bien dans une université, vous êtes enseignant-chercheur ou chercheur, et là, vous êtes obligé de faire la 2e thèse. Obligé. Parce que dans notre système du CAMES, lorsque vous avez la thèse de 3e cycle, vous pouvez vous postuler pour le premier grade, qu'on appelle le grade de maître assistant, mais après, vous ne pouvez plus continuer avec cette thèse-là. Il faut montrer que vous avez soutenu une 2e thèse qui s'appelait la thèse d'État. Et entre-temps, dans le système francophone, les gens se sont rendus compte que cette thèse d'État n'est pas très performante. C'était ce qu'on appelait, pour notre cas, la thèse S, sciences naturelles. Et pour les littéraires, la thèse S, lettres. Donc, la thèse S, sciences naturelles, vous pouvez voir quelqu'un qui a démarré sur un sujet en géologie, et puis après qui a écrit des chapitres sur la botanique, parce qu'il a trouvé qu'il y avait des plantes qui poussaient sur des roches particulières, il écrit un chapitre là-dessus. Après, il voit que spécialement, il y a des animaux qui aiment faire les terriers dans la latérite, il écrit un chapitre là-dessus. Donc, c'était une thèse un peu mélangée, et dans le monde moderne de la publication, c'est une thèse qui n'est pas très performante. Les anglophones, de l'autre côté, avaient ce qu'on appelle les PhD. Voilà. Et les PhD, les gens se sont rendus compte que, sans écrire beaucoup, en tout cas, on était connu par la publication et on est spécialisé dans un domaine donné, on ne tergiverse pas. Donc, les Français sont appelés pour eux le PhD, ils ont créé la thèse unique qui était censée être l'équivalent du PhD. Donc, moi, ayant fait la thèse de 3e cycle, je devais faire une thèse d'État. Mais encore dans la réflexion, je me suis dit, dans un milieu africain où on a beaucoup de difficultés à faire de la recherche parce que les équipements n'existent pas, j'avais des opportunités du côté de la France, pourquoi ne pas faire une thèse unique? C'est comme si j'avais fait une thèse unique au départ. Et actuellement, je ne parle pas trop. Quand je parle de mes thèses, je parle seulement que de la thèse unique. Mais les gens sont un peu confus parce que quand ils regardent par rapport à mon âge et par rapport au grade que j'ai aujourd'hui, ils me disent, mais il a fait la thèse qu'en 2007. Non, il y a une thèse qui a précédé ça, mais qui est un peu cachée. Bonjour professeur, si vous permettez. Vous avez expliqué le choix porté sur la géologie. Cependant, est-ce que vous pouvez nous dire de façon très précise pourquoi avez-vous opté pour la géologie structurale? Bon, la géologie structurale, il faut dire que d'abord, dès la 2e année où cette matière intervient, je peux dire que j'avais déjà des prédispositions. J'étais assez bien là-dedans. Et c'est comme si c'était un chemin tracé pour moi. Plus tard, lorsque j'ai commencé le diplôme d'études approfondies, les opportunités qui se sont présentées à moi, parce que j'ai dit tout de suite que la recherche implique de l'argent, donc les opportunités qui se sont présentées à moi, c'était en géologie structurale aussi. J'ai la force qu'il faut pour faire, et après c'est dans cette discipline que j'ai des opportunités encore, pourquoi hésiter? Donc je suis allé naturellement comme ça. Et comment est-ce que vous arrivez à maintenir votre propre développement professionnel? À mon propre développement. Bon, ça, tous les jours, je le dis également. Le développement professionnel ici, chez nous, quand on dit professionnel, c'est surtout monter en grade. Et ça encore, on va dire, c'est un projet personnel. Vous calculez et vous savez également que pour atteindre des objectifs dans un projet, il faut travailler pour cela. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je dis, c'est comme la vie d'un homme, de manière ordinaire, on commence costaud et puis après on diminue au fur et à mesure. Mais après tout, le moment où vous êtes costaud, si vous ne fournissez pas l'effort qu'il faut pour valoriser votre force, mais cette force-là, je dis, de toute façon, vous travaillez, la force finira, vous ne travaillez pas, la force finira. Donc c'est un projet et ça se calcule de loin. Professeur, quand vous êtes rentré du Sénégal, après votre thèse de 3e cycle, vous avez été déjà engagé au niveau du CNRST
avant de rejoindre l'université en 2002, si je ne me trompe pas. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé ce choix à l'époque. Bon, il faut dire toute la vérité. D'abord, je n'ai pas eu trop de choix. Sinon, j'ai fait la thèse de 3e cycle, mais je dis, il faut dire toute la vérité. J'ai fait la thèse de 3e cycle au Sénégal, mais j'ai plus travaillé ici pour mes travaux de recherche, ici et en France qu'au Sénégal. Donc, étant ici, et vous connaissez la maigreur des ressources en géologie. Donc, après que j'ai fini de faire le 2A, qui est l'équivalent du master aujourd'hui, j'avais déjà des compétences pour participer à la formation des jeunes frères. Le chef de département à l'époque, qui était professeur Wimenga, est venu me voir et me dit, mais attendez, vous êtes là, il faut que vous nous aidiez à enseigner. C'est là qu'on m'a attribué déjà des groupes de travaux pratiques. Donc l'enseignement, je peux dire que je suis plus ancien dans le domaine de l'enseignement. Bon, pas plus que la recherche, puisqu'on commence à la recherche, déjà le 2A, on est initié. Mais j'ai commencé à enseigner au département et quand j'ai fini de faire la thèse de 3e cycle, naturellement, je suis revenu dans mon milieu. Je n'ai pas été recruté immédiatement. Donc de 99-2000, c'était l'année la plus mauvaise à l'université Joseph Kizerbo. Ça a été la première fois qu'on entend parler d'année invalidée. Et c'est la fin 99 que moi j'ai soutenu, je suis rentré. J'ai aidé les aînés à faire quelques travaux pratiques et puis après l'université était fermée. Et donc 2020-2021, je reviens, je suis enseignant vacataire à l'université Joseph Kizerbo ici. Et entre-temps, il y a eu des recrutements. Il n'y avait pas eu de poste en géologie. Et le CNRSC ambitionnait de créer un département de géologie. Et j'avais un dossier là-bas aussi. On m'a appelé, on m'a dit, mais mon dossier est retenu et depuis lors, là, on ne me voit pas. Parce qu'il n'y avait pas encore le téléphone portable au hasard. Donc, on avait du mal même à me joindre. Et quand on a pu me joindre, j'ai dit, oui, mais je n'étais pas au courant. Je suis allé, j'ai commencé au CNRST, où j'ai travaillé d'octobre à avril. Et ça, bon, avant avril, même le mois de mars, l'université m'a appelé pour dire que j'avais un dossier chez eux aussi. Est-ce que je suis intéressé? Bon, je n'ai pas vécu une très bonne expérience au CNRSC parce que quand je suis parti, c'était une période où il y avait presque plus de projets, donc les travaux étaient en stand-by. Moi, j'étais assis, je partais le matin, je ramasse les journaux après que le chef a fini de lire, moi aussi je lis, et puis après, je fais tout ce que je veux, et puis après je me lève, je rentre. Donc quand l'université m'a demandé, j'ai dit, je suis intéressé. Parce que ça, si c'était dans un privé, tu ne sais pas ce que tu fais et tu touches un salaire à la fin du mois, c'est dangereux ça. Donc j'ai dit, bon, je viens à l'université, même si c'est le même problème, au moins il y a les enseignements que je peux faire pour mériter mon salaire. Mais voilà, j'étais déjà immatriculé au niveau du CNRSC. Comment il faut faire? C'est vous qui ne m'avez pas mis dans votre liste premièrement, sinon j'aurais pu être immatriculé à l'université. J'ai dit, je ne sais pas comment il faut faire. Ils m'ont dit, voilà, ils savent comment il faut faire. Ok, débrouillez-vous. Quelque temps après, on m'a dit que je suis mis à la disposition de l'université. Et c'est là que je suis arrivé début avril. Mais c'est comme si j'avais commencé en octobre ici. Puisque mes enseignements que j'avais fait sous forme de vacations, tout ça est comptabilisé comme mon volume horaire statutaire. Donc voilà comment ça s'est passé. Parce que je n'avais pas eu trop de choix. Voilà les deux choix qui s'offraient à moi. Si vous permettez, professeur, on sait que votre parcours a été jalonné de beaucoup de sacrifices, de dons de soi pour la nation, ce qu'on appelle la République, la chose publique, etc. etc. Cependant, on note que ce n'est qu'en 2024 que votre effort en Tchèmbe a été reconnu par la distinction, je crois, honorifique de l'ordre des femmes académiques. Comment avez-vous accueilli cette distinction? Est-ce que... Oui, c'est la question. Comment avez-vous accueilli cette distinction? Ben, je l'ai bien accueilli et puis voilà, j'étais content. Je ne pouvais pas être en colère. Et peut-être que je pouvais être en colère parce que je n'ai pas été décoré, mais je le prenais toujours à leur philosophie. Je dis justement, tout ce qui dépend de moi, je ferai tout ce qu'il y a dans mon possible pour l'avoir. Sauf si ma force n'atteint pas.
Mais maintenant, une décision qui doit être prise par une autre personne pour que je sois honoré ou pas. Donc, de toute façon, je n'en ai jamais fait une histoire. Je pouvais aller à la retraite sans avoir une distinction honorifique, ça ne me dit rien. Je sais que si les collègues l'ont remarqué, par exemple, si on prend rien qu'au niveau des universités, dans les jeunes universités où il y a moins de personnel, les gens ont plus de chances d'être décorés qu'au niveau de l'université Joseph Kizerbo. Nous sommes très nombreux ici. Je ne connais pas la clé de répartition des décorations, hein. Je ne suis pas une autorité, mais j'ai été décoré en même temps que certains de mes étudiants que j'ai eu à enseigner ici. Mais moi, ce n'est pas une histoire que la nation mette 1000 ans avant de reconnaître mes mérites, ou bien 10 ans, ou bien quelques secondes. Il n'y a pas de problème. Professeur, je répondais par sa question parce que moi, je vous ai connu depuis 2005 quand je faisais ma deuxième année. Mais vous n'avez jamais été, même pas une seule fois en retard, même ou absent. Et c'est une attitude qui inspire la jeunesse quand on nous regarde, nous, en tant que jeunes chercheurs aujourd'hui. Ce n'est pas évident qu'on puisse tenir le même rythme que vous avez eu à faire et que vous maintenez jusqu'à présent. Et vous êtes titulaire des universités en géologie structurale, pétrophile du CAMES, et vous êtes actuellement directeur du laboratoire géosciences et environnement de l'école doctorale sciences et technologies, et vous êtes aussi coordonnateur adjoint du programme thématique de recherche mine, pétrole, eau et sol du CAMES. Comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale avec votre vie professionnelle? Pour les retards, déjà, ça c'est, on va dire, une discipline qu'on doit imposer à soi-même. On a une activité avec d'autres personnes, il faut être ponctuel pour que tout le monde puisse se libérer également à temps. Et je le dis toujours, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un à une heure fixe, vous arrivez avec 15 minutes de retard, ce n'est pas 15 minutes de retard que vous lui avez pris, vous avez pris 30. Et 30, ça peut lui endommager beaucoup de choses dans sa vie. Et bon, c'est peut-être également notre temps. Et je crois que les jeunes ont intérêt à s'aligner dessus. À notre temps, quand on était étudiant, il n'y avait pas de téléphone pour que le professeur appelle pour dire « Ah, j'ai eu une crevaison en cours de route, je ne viendrai pas ». Donc, on appelait ça les 15 minutes de respect. Les 15 minutes de respect, on a démarré, ce professeur-là ne nous verra plus. Des fois, on les rencontre même en cours de chemin, on les salue très bien et puis on est en train de partir. Et au bout de quelques semaines, c'est lui qui a des problèmes parce qu'il doit aller s'expliquer à l'administration pourquoi il s'absente. Donc, réellement, ça, il faut être très, très, on va dire, pointueux là-dessus. J'ai dit ça à mes étudiants souvent. Vous voyez, ça va compter pour votre vie. Des fois, il y a des coins d'embauche où on va vous tester en vous donnant un rendez-vous et en voyant si vous serez ponctuel. Vous arrivez avec du retard, celui-là, il sait déjà que vous avez échoué. Mais il va dire, non, ce n'est pas un problème. 20 minutes de retard, ce n'est pas un problème. Mais il sait déjà que vous avez échoué. Vous ne faites plus partie du groupe. Et après, vous n'allez même pas vous rendre compte, puisque c'est de manière un peu sournoise, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est ça qui vous fait échouer. La ponctualité, elle doit être de rigueur. L'heure africaine, c'est un faux problème. L'heure, c'est l'heure. Et maintenant, pour les responsabilités, ben, on vit pour les responsabilités, sinon c'est une démission. Le professeur Napoléon Doucet est là, il est à la retraite maintenant, mais au moment où moi je devenais le responsable du laboratoire, ou bien je jouais mon rôle, ou bien je ne le jouais pas, pour que le labo puisse continuer de vivre. Donc effectivement, des fois, je consacre du temps à ça, parce que c'est comme ma propre maison. Il faut nettoyer, il faut faire grandir la chose dont vous avez hérité. Moi, j'ai hérité d'eux. Il faut que la chose grandisse avant que je donne à d'autres personnes. D'autres verront que l'affaire est très costaud maintenant. Ceux qui sont bien sauront qu'il y a des gens qui ont travaillé en amont et puis ils ont hérité. Donc, après, également pour le rôle de coordonnateur adjoint du programme thématique de recherche pétrole, mine, eau et sol,
Ça, c'est l'histoire, c'est que je suis allé à Ouida au Bénin en 2019 quand j'ai su que ces journées scientifiques du CAMES existaient. Bon, on n'était pas nombreux du Burkina à aller, mais arrivé, je me suis imposé d'une manière ou d'une autre. Et à la fin, on a dit, voilà, il ne faut pas que mes collègues ivoiriens étaient les plus nombreux, on se connaît. Mais voilà, à la fin, ils ont dit, il faut quand même partager les choses, il faut que le coordonnateur adjoint vienne d'un autre pays. Et c'est là que j'ai été élu coordonnateur adjoint. Bon, également, de ce côté, j'essaie de jouer mon rôle, parce qu'il ne faut pas prendre pour prendre, mais il faut prendre pour montrer qu'on a quelque chose à apporter. Voilà. La vie de famille, on essaie de concilier avec ça. Et quand on était très très libre, on pouvait rentrer très très tard aussi comme on veut. Mais à partir du moment où on a d'autres personnes à la maison, il faut des fois arrêter certaines choses et puis rentrer. Même si ça continue à la maison, c'est comme ça qu'on fait. Ok, merci bien, professeur. Je vois que vous êtes vraiment engagé. Mais je vais revenir un peu au niveau de la CNSD. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous ne disposiez pas de texte ou vous ne disposiez pas d'outils pour développer le domaine de la géologie au sein de la CNRSD? Ah oui. Le CNRSD, c'est ça que j'ai dit, la recherche est sous-financée chez nous. Je vois un du CNRSD qui est là et il est conscient de cela. Que ce soit au niveau du CNRSD ou bien de l'université, il faut soi-même rechercher ces projets et avoir des financements pour la recherche. Mais s'il se trouve que vous n'êtes pas dans la ligne de mire où vous allez avoir ces financements. Donc, vous avez certains chercheurs qui ne produisent pas, mais pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas de financement. Et c'est pareil pour les universitaires. Et maintenant, quand vous rentrez dans un domaine, disons dans un milieu où vous êtes le tout premier, alors là, c'est compliqué. Ce n'est pas pour rien qu'on respecte les doyens dans le domaine de la recherche et de l'enseignement-recherche. Si j'étais rentré, j'avais trouvé un doyen qui a pu résister dans ces milieux, j'aurais travaillé sur ces financements de recherche en attendant de faire mon chemin aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'étais le premier. La petite histoire, quand je suis rentré, on m'a dit « écris un projet de recherche ». J'ai écrit, j'ai budgétisé. Mon directeur à l'époque a pris ça. Et quand il a regardé, il dit « jeune homme, est-ce que tu es sérieux? Tu veux autant d'argent? Mais si tu me montres que tes 50 millions que tu as demandé là, demain, ça va devenir 100 millions. Je rentre chez le délégué général tout de suite et puis je te sors les 50 millions. Mais si c'est faire la recherche pour la recherche, il faut savoir qu'ici, ça ne sera pas possible. Donc, après, mon chef de département m'a dit, l'année dernière, tous les départements, ils ont eu 2 millions pour leur dotation. Donc, quand il m'a demandé de faire mon programme, maintenant, ça, ce n'était pas mon programme global pour commencer au CNRSD, mais il m'a dit de faire mon budget annuel. Je lui ai amené 200 000. Quand j'ai dit 200 000, il m'a dit, il a ri. J'ai dit, mais tu m'as dit que l'année passée, vous tous, vous avez eu 2 millions. Alors que moi, je suis le dernier arrivant. Je vais prendre combien? 200 000 francs, c'est bon. Donc, il faut dire que mon entrée n'a pas été facile. Sinon, j'étais conscient que peut-être c'était une opportunité pour tous ceux qui font la géosciences aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les CNRSD, ceux qui peuvent s'apparenter à ceux qui font la géosciences, ce sont les pédologues. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas véritablement la géologie telle que moi je la fais au CNRSD.